Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal de m'avoir convié à ce thème qui est intéressant, qui parle de l'intelligence artificielle, qui intéresse plusieurs secteurs dans la vie courante. Un secteur primordial, c'est la santé. Donc, vous avez essayé dans cet exposé de montrer les points forts que nous utilisons par rapport à l'intelligence artificielle et la santé. Bon, une définition simple, c'est une science, un ensemble de technologies qui permet de reproduire un comportement intelligent. C'est-à-dire qu'on va utiliser des machines qui vont faire un apprentissage automatique en fonction des programmes, des logiciels, des algorithmes. On va essayer de travailler et amplifier les capacités humaines. Donc c'est une aide, c'est un complément. La santé, c'est sûr, il y a un enjeu qui est majeur parce que la dimension des soins est complétée favorablement, bien sûr, par des raisonnements automatisés et des algorithmes par les ordinateurs. Donc c'est une aide. Moi qui suis radiologue, je travaille avec des machines et nos machines ont embarqué depuis très longtemps les principes de l'intelligence artificielle. Donc je vais essayer dans cet exposé de vous montrer les avantages. Donc c'est une porte qui est ouverte, bien sûr, à travers l'intelligence artificielle, à la médecine connectée. Le mécanisme est passé rapidement. En fait, il y a deux concepts qui sont imbriqués. Le concept de deep learning, qui est un concept qui permet à la machine d'apprendre en fonction de ce qu'on lui donne, et l'apprentissage automatique qui sont très imbriqués. Et la base de ces principes, et la machine va essayer de reproduire ce qu'on lui a appris. Mais dans ce cas-là, il faut deux conditions. Il faut qu'il y ait des machines hyper puissantes, des calculateurs hyper puissants, des data, big data. Il faut secondairement aussi des données. Il faut emmagasiner des données d'information par rapport à la machine. Un exemple concret, c'est en 1997, le russe Garry Kasparov a été battu aux échecs par un ordinateur qu'on appelle le Deep Blue. C'est un exemple de plus concret de l'intelligence artificielle. Les enjeux sont certains sur le plan économique, parce que ce n'est pas nous qui fabriquons les appareils, ce sont les ingénieurs. Donc les ingénieurs, il y a une concurrence énorme. Chacun veut amener un logiciel performant pour pouvoir améliorer les données au niveau de la santé. Donc c'est une guerre entre les ingénieurs. Heureusement pour nous, parce qu'ils vont amener des logiciels qui sont vraiment efficaces. Les enjeux, c'est quoi? Surtout en matière de santé, c'est faire un diagnostic précoce. L'humain a des limites. Donc on est obligé de se baser sur des logiciels de détection pour améliorer le diagnostic précoce, surtout les cancers. Nous avons aussi un avantage par rapport à l'organisation d'un service radiologique. Par exemple, l'organisation optimale d'un service. Nous allons montrer comment faire pour que le service soit plus performant, que les données puissent circuler entre les différents secteurs d'un hôpital. Qui joue un rôle vraiment dévastateur dans nos populations. Et même là, dans ce cas-là, c'est surprenant, l'intelligence artificielle arrive à régler plein de problèmes, ne serait-ce qu'un tri des radiographies pathologiques. Les hépatites virales, bien sûr, avec le CHC. Donc, avant de régler ces enjeux, il faut savoir ce qu'on a ici au Sénégal, le matériel qui est disponible au Sénégal. Au Sénégal, nous avons, à Dakar plutôt, 36 scanners qui sont là, qui sont présents, dont 10, au Sénégal, nous avons 36 scanners, dont 10 à Dakar. Nous avons une IRM seulement à Auchan. IRM, c'est l'hémorragie par résonance magnétique. Nous avons 5 IRM de bas champ dans les privés. 4 angiographies numérisées pour faire les angiographies et les embolisations. Un seul mammographe détecteur plan. C'est un mammographe tout neuf qui a détecté plus facilement des images de cancer. 3 élastographies. C'est l'appareil qui permet de mesurer la fibrose hépatique dans les traitements des hépatites virales.
C'est ça. Bon, maintenant, au niveau du Sénégal, ce n'est pas uniformément réparti, bien sûr. Dakar, il y a une concentration importante, il y a des équilibres, c'est vrai, qu'il faut rattraper, bien sûr. Et depuis 2013, quand même, depuis 2013, il y a eu un processus qu'on appelle la détection de tuberculose précoce par le ministère de la Santé, au travers du programme national de la tuberculose. On faisait des radiographies standards chez les patients dans la population et les images étaient envoyées automatiquement à Dakar qui permettaient aux médecins sur place d'interpréter et d'isoler les cas qui seront bien sûr confirmés à la biologie. Ça, c'est un pas important et c'est l'intelligence artificielle, grâce aux réseaux, qui ont permis cette innovation de permettre le diagnostic à distance sans pour autant déplacer les patients à Dakar. Les domaines d'application sont vraiment variés. À part l'imagerie, bien sûr, il y a la chirurgie assistée par ordinateur, qui est actuellement d'actualité. Il y a aussi l'accompagnement des personnes âgées par des prothèses intelligentes. Il y a aussi les robots d'assistance pour les personnes âgées. Tout ça, ça fait partie des points forts. Nous avons aussi les mélanomes, les cancers cutanés, parce qu'il y a des logiciels qui détectent les lésions suspectes au niveau de la peau et qui l'envoient à distance, qui permettent aux dermatologues de voir quels sont les cas suspects à traiter ou non. Il y a aussi, bien sûr, la détection des rétinopathies diabétiques automatiques. Donc tout ça, il y a beaucoup de points forts. Donc, mais je vais insister seulement sur l'imagerie médicale, bien sûr, parce que je suis radiologue. L'imagerie médicale, les enjeux sont clairs. C'est quoi? On veut faire un diagnostic précoce, on veut améliorer notre organisation de service dans l'hôpital, et on veut aussi favoriser la téléradiologie, le fait de déporter les images à distance, en dehors de l'hôpital, qui permet un accès des données du patient en temps réel. C'est capital. On gagne du temps, on gagne de l'argent. Et ça, c'est possible, et ça existe déjà. Mais un enjeu aussi, et qui est évident, c'est l'imagerie. Les cliniciens deviennent de plus en plus exigeants. Et actuellement, l'imagerie ne dépasse plus la morphologie. On ne dit pas, non, c'est une lésion. Non, non. On recherche la fonctionnalité par l'imagerie de la lésion. Donc, c'est compliqué maintenant. Tout ça, sans l'intelligence artificielle, ce sera difficile. Quelques exemples de l'apport de l'intelligence artificielle par rapport à la santé, notamment les cardiopathies ischémiques, le cœur, les infarctus du myocarde. Le scanner avec ces logiciels embarqués permettent d'isoler, de segmenter les artères coronaires. Ça, c'est les artères coronaires du cœur. On peut voir des zones de sténose uniquement détectées par les logiciels de scanner. Et là, ça se fait. On le fait régulièrement. Donc, ce sont des avantages, surtout des cas atypiques où on peut dire est-ce que c'est une infarctus ou non. Est-ce que donc c'est une interface pour trier déjà les patients, pour dire attention, ce patient-là a un risque. Et c'est fait de façon non invasive grâce à ces logiciels de détection, de segmentation des artères coronaires. On peut bien sûr mesurer les volumes des artères, les tailles. Un point fort aussi, c'est la coloscopie. Beaucoup de gens ne connaissent pas la coloscopie. La coloscopie, c'est quoi? On va essayer de reproduire la coloscopie normale en introduisant une canule dans le rectum pour voir les éléments de polypes, les éléments cancéreux. Actuellement, il y a des patients qui ne peuvent pas faire la coloscopie invasive, qui ne peuvent pas être anesthésiés. Donc, la coloscopie virtuelle est une interface qui va essayer de reproduire les images de la coloscopie normale. Voici un exemple où on a l'impression qu'on fait une coloscopie. Et ça, c'est le scanner qui le fait. Le scanner qui reproduit grâce au logiciel hyper puissant, au calculateur hyper puissant, ils reproduisent tout le colon de façon virtuelle. Et si on détecte, par exemple, comme le calice, un polype, attention, c'est un risque de cancer. Ce patient, on va l'anesthésier, on va faire la coloscopie réelle. Donc, c'est un examen de dépistage pour les polypes précancéreux. Et ça, c'est accessible actuellement en imagerie, on le fait régulièrement. Troisième cas, c'est les cancers. Comment le chirurgien peut opérer un cancer, par exemple, en s'aidant de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui va se passer? Le logiciel va segmenter la tumeur, va segmenter l'artère qui irrigue la tumeur, va segmenter la veine qui irrigue la tumeur et va montrer la cartographie. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines tumeurs qui sont en contact avec des éléments comme des artères nourricières. Il y a un risque au chirurgien de blesser certaines artères et qui peut être mortel. Donc nous, on va essayer de faire une cartographie. On dit au chirurgien, attention, il y a une artère qui n'est pas normale, qui est à côté. Il faut éviter cette artère-là. Et on le voit de façon facile, hein, parce que c'est l'ordinateur qui calcule les images. C'est l'ordinateur qui va donner des images. Donc, vraiment, c'est impressionnant. La tumeur est là, les artères sont là. Donc on peut éviter certaines artères à partir de la cartographie tumorale.
Le point fort, à mon avis, de l'intelligence artificielle en imagerie, c'est l'imagerie par résonance magnétique. C'est quoi l'IRM? L'IRM, c'est un nouveau pas parce qu'avant, on avait le scanner qui est irradiant, avec des risques avec l'ADN. Là, nous avons maintenant une imagerie non invasive, non irradiante. Tout simplement, on va faire quoi? On va stimuler les atomes d'hydrogène du corps humain par des impulsions électriques et on attend. Il y a une excitation, retour à la normale. Et le retour à la normale se fera différemment suivant la richesse en eau. Donc on aura une imagerie spontanée, un contraste spontané, sans injection des organes, des tissus. C'est important parce que sans irradiation, une personne peut faire 1000 IRM dans l'année sans défaut, sans risque, sauf les patients femmes enceintes. Alors qu'au scan, on ne peut pas faire plus de 4-5 scans par l'année, c'est dangereux. Donc l'IRM, c'est un point fort. Pourquoi c'est un point fort? Parce que l'IRM va utiliser 3 principes. Le premier principe, il va reconstruire les images, il va coder les tissus. Coder les tissus, c'est-à-dire qu'il va reconnaître les tissus cancéreux. On va avoir des zones suspectes. L'IRM va reconnaître les liquides fluides, comme la bile, comme le LCR, de façon spontanée, sans injection. Parce qu'avant, pour avoir la bile, ou bien le liquide céphalorachidien, il fallait injecter. Maintenant, on peut le faire de manière spontanée avec l'IRM. Et le point fort aussi, c'est le TOF, qu'on appelle le TOF, c'est le fait de voir les vaisseaux sans injection. Je vous ai montré les images du scanner, il fallait injecter un produit de contraste. Et là, en IRM, sans injection, on a une image des vaisseaux. C'est important. Voici quelques exemples d'IRM par rapport à... Et ça, c'est fait sans injection. Le patient est couché, on fait 20 minutes, on sort ces images-là. Et on voit, là c'est la bile, la vésicule biliaire, la voie biliaire principale, là c'est les veines du cerveau, là c'est les artères du cerveau, de manière vraiment spontanée, sans injection. Et ça, c'est la cartographie vasculaire et des liquides fluides grâce à l'IRM. Ce sont des logiciels de reconstruction qui sont embarqués. Un point fort de ces logiciels, c'est surtout dans la détection de l'AVC aigu. Un patient qui a un accident vasculaire ischémique aigu de moins de 4 jours, on fait une IRM en urgence et qu'est-ce qu'on voit? Grâce au système de détection automatique, on voit une plage qui est suspecte. On va faire d'autres séquences, comme la séquence de diffusion. La séquence est spécifique parce qu'elle détecte le thème cytotoxique, qui va montrer une plage qui est aussi blanche sur une cartographie d'une artère. Donc c'est l'artère cérébrale antérieure. En même temps, avec le logiciel, on va montrer les artères de manière spontanée. On saura maintenant si cette artère-là est bouchée. Et cette artère-là, c'est elle qui est responsable de l'AVC. Si on faisait le scanner dans ce stade-là, le scanner sera normal. On ne va rien voir. Donc c'est l'IRM qui va permettre un diagnostic précoce. Et ça, c'est grâce au logiciel. Dans le cancer du sein qui pose un problème énorme en santé publique, il y a aussi des logiciels qui sont embarqués. Ces logiciels sont importants pourquoi? Parce qu'ils vont permettre de détecter des foyers suspects grâce à la dynamique de rehaussement. Parce que les tumeurs malignes sont hypervascularisées. Donc on va calculer cette vascularisation en IRM. On aura des courbes, la courbe qui monte, qui descend rapidement, c'est suspect de cancer. Après traitement, la courbe qui change, qui va progressivement, ça montre que le traitement est favorable. Un point fort, c'est le cancer de la prostate. Actuellement, l'IRM permet de dépister des foyers suspects de cancer de la prostate. Comment? À cause des logiciels aussi. D'abord, là, nous avons une coupe qu'on appelle la coupe. La prostate est là, le rectum. On a une coupe en T2, on voit un foyer suspect qui est noir. Ça peut être tout. Mais grâce au système de codage tissulaire, on va demander à la machine, sortez-moi les foyers hypercellulaires. La machine calcule, il dit, tiens, il y a un foyer hypercellulaire qui est là. L'ADC qui va, c'est hyper. Mais on ne s'arrête pas là. On dit à la machine, on va injecter un produit de contraste. Calcule-moi le degré de vascularisation de ce foyer-là. On calcule le degré et on voit que cette vascularisation a un coût particulier. Comme le sein, il se rehausse rapidement et automatiquement une chute. Une chute parce que les vaisseaux sont anarchiques. Il y a des chaînes artérielles. Donc on peut faire le diagnostic dépistage très précoce de l'IRM de la prostate. On peut faire le diagnostic aussi de la surveillance après traitement. Mais attention, malgré l'intelligence artificielle, on est obligé d'être orthodoxe. On va faire le TR, le toucher rectal, on va voir les PSA, on va faire de l'échographie Doppler endorectale pour confirmer ce foyer suspect, parce que 2 examens complémentaires, c'est valent mieux qu'un examen. Donc attention, malgré l'intelligence artificielle, on est obligé d'être orthodoxe. Donc l'homme est au début et à la fin de l'évolution. Là, c'est un mammographe détecteur plan qui est différent des autres mammographes. Pourquoi? Parce que ce mammographe va faire de la reconnaissance calcique, comme vous entendez, la reconnaissance vocale,
reconnaissance du visage, l'appareil va faire de la reconnaissance calcique. On va voir quoi? Les foyers de calcification que l'œil humain ne peut pas voir, la machine va le sortir. Et si la machine sort ces calculations, on a un doute, la machine elle-même, elle va faire le calcul du trajet de la biopsie, parce qu'il faut prélever du tissu pour voir la preuve du cancer. Et la machine va faire le trajet, c'est de la robotique. C'est le robot qui va faire la biopsie de manière automatique sans qu'on puisse toucher le patient. C'est incroyable. Et ça, c'est la machine qui peut le faire. Hein. Ça existe au Sénégal. Le point fort que je pense qu'à mon avis, c'est le plus important pour moi, c'est d'accéder à la téléradiologie. C'est quoi? La téléradiologie, c'est une façon de concevoir un système d'information radiologique où, une part, on a les informations du patient, son nom, son âge, tout ce qu'on a en information, ses antécédents, on met ça dans le RIS. La deuxième partie, tout ce qu'il a fait comme imagerie, de la radiographie, de l'échographie, tout ce qu'il a fait et les comptes rendus, on met ça dans son dossier. Donc on a deux dossiers, un dossier d'information et un dossier d'image. C'est capital, pourquoi? Parce qu'un patient qui vient en urgence, par exemple, au bloc, au SAU, il a une appendicite. On fait le scanner, on voit qu'il y a un appendicite. Le chirurgien en train d'opérer, par exemple, au bloc, il n'a pas le temps de venir examiner le patient. Mais moi, radiologue, avec ce système de téléradiologie, il a accès directement aux images au bloc. Et il a accès au compte rendu. Donc il sait ce qu'il va faire après, parce qu'il a vu les images. Et ça, on gagne énormément du temps et de l'argent parce qu'il n'y a pas de film. Il n'y a que un ordinateur qu'il faut. Donc la téléradiologie est un point fort en matière de santé parce qu'il permet la circulation facile des données et qui fait gagner du temps et de l'argent aussi. Et là, c'est une économie de santé parce qu'il y a des services de radiologie en Europe, je pense, qui n'ont pas de film, il n'y a pas de néganoscope. Tout le monde a des écrans, les images circulent, les données circulent, les comptes rendus circulent sans tirer de film. Et ça, c'est un avantage économique parce que le film est très cher. Cette première étape va être suivie d'une deuxième étape qu'on appelle le dossier patient informatisé. Ça aussi, c'est un concept qui n'est pas très nouveau. C'est quoi? C'est que le patient, dès qu'il aura accès à ses données cliniques, son imagerie, il va avoir un pack où toutes les informations lui concernant sont matérialisées sous forme d'une carte magnétique, carte électronique. C'est cette carte. Et cette carte-là, il est libre de le transmettre à son médecin prescripteur. Il est libre aussi de le sauvegarder dans son ordinateur. Donc, d'accord, je comprends. Donc, ce point-là est un point important, le PAX, hein, qu'il faut tenir en compte. Donc, la radiologie et avec l'intelligence artificielle, il y a un risque, bien sûr. Les gens ont peur parce que ça fait dénaturer l'humain. On suit trop les machines, mais on ne peut pas trop suivre les machines. On est obligé de faire la clinique, d'être orthodoxe. Il y a aussi une perte d'emploi, parce qu'il y a des logiciels qu'on appelle dictée vocale. Vous savez qu'on fait l'interprétation, c'est la machine elle-même qui fait le compte rendu. Finalement, les secrétaires vont dire, mais nous, on n'a plus de travail. Donc ça, c'est un risque, bien sûr. Il y a aussi le cas de la peur de perte des relations entre patients et malades et médecins, parce que tout est concentré en numérique. On ne voit même pas le patient. C'est des données qui voyagent à travers le monde. Et ça, c'est dangereux parce qu'on perd la relation fondamentale entre le médecin et le malade et le radiologue. Ça, c'est difficile. Donc, attention, il faut faire des garde-fous, comme l'a dit le Dr Yaye. Il faut mettre un code de déontologie. Il faut protéger les données du patient. Parce qu'un accès libre par réseau des patients expose à du piratage. Donc, il faut mettre des codes confidentiels qui sont sécurisés. Et ces codes, on les change tous les mois. Et qu'il n'y a que les personnes qui sont habilitées à utiliser ces codes. Donc, je vais terminer, Monsieur le Président. Donc, au Sénégal, l'imagerie est performante, c'est sûr. Les gens sont certains, parce qu'il faut détecter facilement. Il faut transmettre les données par téléradiologie. Les études m'ont montré, dans un proche avenir, est-ce que cette intelligence artificielle a favorisé l'interprétation, la détection majeure des lésions suspectes de façon plus facile que l'œil humain? Est-ce qu'on va voir? Mais cette intelligence artificielle nécessite une base. Il faut la formation continue à la faculté. Il faut que les médecins, étudiants, sachent utiliser l'outil informatique de façon aisée. Il faut aussi qu'il y ait des dispositifs, des data centers, des calculateurs comme il y a. Je suis heureux de voir qu'au niveau du Diamniadio, il y a un calculateur qui est en train d'installer. C'est heureux pour nous parce qu'on va travailler, on va faire de la recherche. Il faut aussi intégrer la dimension philosophique, c'est important. Il faut protéger le patient, il faut respecter le patient. Le patient n'est pas une donnée numérique. C'est une personne humaine qu'il faut respecter, qu'il faut parler, il faut communiquer avec lui. Donc ça aussi, je pourrais terminer en parlant de la déontologie. Je vous remercie, Monsieur le Président.
de